Bonjour, bienvenue dans cette tour de table. Donc, merci encore à Grégoire Martin et Yannick Leborgne, du CEO et de d'Alca, d'avoir accepté cette invitation à partager leur expérience sur le sujet du pilotage de projet, notamment comment l'impact, quels sont les impacts d'un bon pilotage de projet sur vos organisations, hein. On va dérouler tout ça. Euh, les informations qui sont partagées là sont confidentielles, donc c'est plutôt un usage interne, donc ne les partagez pas sans notre accord vers l'extérieur. Comme je l'indiquais en bas de votre écran, il y a la partie questions et réponses. Donc posez-les. On prendra les questions pendant les interventions et à la fin aussi. On a prévu un quart d'heure à la fin pour prendre le temps de répondre à vos questions. Et puis n'hésitez pas à interagir entre vous, à partager des expériences que vous avez pu avoir sur cette thématique avec ceux qui sont connectés. Ces échanges seront sur le côté de votre écran. Le déroulé donc de l'intervention, juste on va se présenter respectivement pendant quelques minutes. On va présenter aussi, enfin, Grégoire et Yannick vont présenter leur organisation. Et ensuite, on va dérouler le contenu, c'est-à-dire expliquer la situation avant la transformation de leur système de pilotage de projet. Ils vont décrire euh, le système et les cadres qu'ils ont mis en œuvre dans ce nouveau ou cette version actualisée de leur système de pilotage de projet. Et ensuite, ils partageront les résultats qu'ils ont obtenus, et aussi des bonnes pratiques, qu'est-ce qu'ils auraient fait différemment. Voilà, le but, que ce soit le plus euh, collaborative, qui est un maximum de partage d'expérience pendant la petite heure que l'on a. Donc juste les introductions pour moi, je suis donc Marc Quentin Smartsheet, donc je suis à compte exécutif, c'est que je suis l'interlocuteur commercial d'un certain nombre de clients Smartsheet, dont celui de Grégoire aujourd'hui, mais d'autres, il y en a qui sont connectés. Donc normalement chez Smartsheet, vous avez tous un compte exécutif, donc je vous invite à prendre contact lorsque vous avez des sujets comme ceux qu'on va voir aujourd'hui que vous voulez creuser avec nous, n'hésitez pas à le faire. Dans nos intervenants, Grégoire, je vais te laisser la parole pour te présenter. Merci Marc, bonjour à tous. Donc, Grégoire Martin, je travaille au CIO depuis 5 ans maintenant. J'ai un passé dans le secteur de l'automobile, dans le conseil et chez certaines FMCG, toujours en corporate planning, PMO, project program management. Et je suis ici pour vous raconter un petit peu comment ça se passe au CIO de ce point de vue-là. Très bien, merci. On ira évidemment dans le détail de tout ça après. Yannick, je te laisse te présenter Oui, bonjour à aussi. tous. Alors, Yannick Leborgne, moi je suis directeur de l'expertise technique pour le groupe Dalkia, au sein de la grande direction technique. Donc, je suis dans le groupe depuis plus de 25 ans et j'ai quelques activités transverses, dont le déploiement d'un outil de management de projet et en l'occurrence Smartsheet. Ok, super. Évidemment, pour que ce que vous allez découvrir ait du sens, on va évidemment partager la description des organisations. Ça, c'est le déroulé qu'on va suivre. Donc, vraiment décrire l'état initial avant la transformation, les principes de la transformation qui ont lieu et les résultats. Euh, donc, déjà, pour ceux qui peut-être connaissent pas ou connaissent pas très bien le Comité international olympique, Grégoire, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Ouais, bien sûr. Déjà, je voudrais souhaiter à tout le monde une bonne journée olympique à tous, puisque le 23 juin, c'est la journée olympique. Donc, je vous invite chacun, après Ok, la séance, à aller mettre les chaussures de sport et aller faire un petit footing si jamais la météo le permet, ou à vous dégourdir un peu les pattes. Bonne journée olympique à tous. Donc, le CIO, c'est une merci. organisation à but non lucratif. On est basé à Lausanne, en Suisse, sur les bords du lac Léman, et on coordonne le mouvement olympique et on œuvre à bâtir un monde meilleur par le sport. Ça veut dire plein de choses, et notamment l'organisation des Jeux Olympiques qui est confiée à des comités organisateurs. Donc, je vois qu'on a un participant dans le groupe qui nous vient du COJO des Alpes 2030. Donc, bienvenue. Et puis donc, dans le CIO en tant qu'organisation, on a un certain nombre de départements qui composent l'administration. On a à peu près 800 personnes qui travaillent au CIO. Et moi, je fais partie d'une équipe qui s'appelle l'équipe du développement stratégique. Et l'idée, c'est d'accompagner le CIO à décider ce qu'il compte de faire, de s'assurer que ses priorités sont bien partagées et de s'assurer qu'elles sont réalisées de manière concrète. Donc, on travaille sur notamment les objectifs du CIO, son plan et son budget.
On accompagne le pilotage du portefeuille d'entreprise, le pilotage du portefeuille de projet, et notamment via un outil qui s'appelle Smartsheet. Et puis, on s'assure que les équipes sont équipées. Et donc, on accompagne la formation des équipes, leur outillage, etc. Donc, ce qu'on considère, c'est que le project management, c'est vraiment un levier stratégique, pas seulement une fonction support au CIO. Ce dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui, c'est la partie Jeux Olympiques. Moi, je suis vraiment là pour vous parler de la partie CIO en tant qu'administration. Voilà. Ok. Un petit mot sur les jeux, juste pour ceux qui savent pas. Euh, euh, Depuis Paris 2024, même un tout petit peu avant, est-ce que tu peux nous dire comment les Jeux Olympiques sont planifiés aujourd'hui, enfin, Alors, via notre plateforme, juste en deux, trois mots. c'est intéressant. En fait, depuis à peu près 10 ans maintenant, au CIO, on travaille avec la solution Smartsheet pour différentes équipes. Et cette utilisation, elle a notamment permis d'intégrer le master schedule des jeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 53 functional area qui délivrent les jeux ont un planning intégré dans Smartsheet avec un certain nombre d'outils. Et donc, quand un comité organisateur monte en puissance, on lui remet son espace Smartsheet ainsi que ses plannings intégrés dans l'outil. Et le comité organisateur peut le prendre en main, le faire grossir, ajouter des choses. Et voilà. Donc, c'est réellement quelque chose qu'on fait. On le fait de manière assez à part par rapport à l'activité, moi, que je mène dans le cadre du développement stratégique. Mais toutefois, c'est dans la même instance Smartsheet qu'on travaille tous. Top, super. Merci pour voilà, la petite présentation du CEO. Yannick, je te laisse aussi décrire un petit peu Dalkia dans ses services, sa taille d'entreprise. Très bien. Alors, bon, on sera obligé de se revoir, Marc, pour la journée de la décarbonation, parce que Ah, c'est la journée olympique. Donc, Dalkia, en c'est quelques aujourd'hui mots. aussi? Non. Non, 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 mais justement, on sera obligé de Ah, ok, sinon reprogrammer ça un aurait été une webinaire. coïncidence, ouais. Non, 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 même pas. Donc, Dalkia, c'est une filiale à 100% d'EDF. Donc Dalkia est engagé comme leader des services énergétiques sur trois domaines d'activité, les bâtiments, l'industrie et puis les réseaux de chaleur. Voilà, donc c'est un groupe de 23 000 personnes et on a pour ambition de consommer moins, consommer mieux. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le consommer moins, c'est des actions d'efficacité énergétique dans la durée, puisqu'on n'est Mhm, pas constructeur, on est vraiment constructeur et exploitant depuis la conception jusqu'à l'exploitation et la maintenance des installations, donc de vapeur, de chaleur, d'air comprimé, de froid. Et puis le consommer mieux, bah, c'est consommer enfin comment dire, produire décarboné, consommer décarboné. Ça veut dire qu'on exploite des installations bah, de biomasse par exemple. Et puis là, on est évidemment parti vers l'électrification puisqu'on a la chance d'avoir une électricité bas carbone en France. Donc voilà, et donc moi j'évolue au sein de la direction technique qui est plutôt sur la phase amont des projets. C'est dans ce cadre-là qu'on est amené à utiliser Smartsheet depuis quelques mois. Mais on y reviendra après. Et puis évidemment, notre mission s'étale dans la durée, puisqu'on est aussi exploitant avec des contrats parfois très longs pour nos partenaires mhm. industriels ou collectivités. Ah, ok. Merci en tout cas. Et c'est vrai que ce qui était intéressant de vous avoir tous les deux, c'est que vous avez vraiment des profils de projets qui sont vraiment différents, dans des tailles d'organisation différentes. Donc, ce sera intéressant d'écouter un peu ce que vous avez mis en place. Euh, donc, peut-être, oui, Yannick, pour commencer, peut-être si tu peux nous décrire avant cette modification, transformation de votre système de pilotage de projet, peut-être qu'est-ce qui était la situation qu'il y avait, peut-être, même si c'est pas toujours simple, mais partager un peu les difficultés qui étaient rencontrées par les équipes qui menaient ces projets. Oui. Alors bon, comme je l'ai expliqué, on produit de l'énergie essentiellement thermique. Pour ça, on doit concevoir, on doit réaliser, puis exploiter et maintenir nos installations. On a des installations de plus en plus grosses, mais aussi en plus grand nombre, et ça fait que s'accélérer. Voilà. Donc on évolue dans ce contexte-là. Évidemment, on a une division ingénierie avec des chefs de projet qui font très bien leur travail, mais on avait quand même fait le constat que le management de projet était cantonné ou réservé aux chefs de projet, alors même que on a des parties prenantes qui sont internes, puisque évidemment derrière il y a les opérations, il y a des acheteurs, enfin,
tout ce qui gravite autour des projets, et puis externe, puisqu'on a des sous-traitants, on a des fournisseurs, on a des partenaires qui sont nos clients, et on s'est rendu Mhm. compte que on avait tout intérêt à évoluer vers quelque chose de beaucoup plus collaboratif qu'un outil, que les outils connus de management de projet, je vais Mhm. pas les citer, Mhm. mais des outils plutôt, enfin, qui fonctionnent en standalone, qui sont plutôt à la main des chefs de Mhm. projet. Et donc, on s'est orienté vers Smartsheet qui répondait à pas mal de critères, et je pense qu'on y reviendra après, Marc. Ok. Et juste une chose, est-ce que tu te rappelles un peu de qu'est-ce qui a fait que Daki, à un moment donné, a décidé un peu de, de modifier ce système? Qu'est-ce qui a été un peu les critères ou la direction où à un moment donné, dit, bon, bah, on va, on va transformer, on va modifier comment on pilote ces projets? Encore une fois, c'est pas forcément un constat d'échec, Mhm. mais c'est vraiment l'idée de se dire qu'à travers nos outils, on n'abordait pas les notions de RACI ou de rôle et responsabilité. Et Mhm. surtout, c'est cette notion d'accélération qui nous a amené vers ça, Ok. puisque évidemment, on a une tension sur les ressources, notamment au niveau de l'ingénierie, avec de plus en plus de projets à Mhm. réaliser, de plus en plus complexes aussi. Ok. Et donc, on s'est dit que la meilleure moyen de pas avoir de trous dans la raquette, bah, c'était de mettre ça sous contrôle. Quand je dis sous contrôle, c'est pas seulement un planning, c'est un planning, Mhm. c'est un budget, c'est une matrice de rôle et responsabilité. C'est aussi des retours d'expérience. Le but, in fine, c'est de tenir notre promesse, puisque bah, quand on s'engage pour un projet auprès d'un industriel, lui, derrière, il y Mhm. a forcément un business plan, il y a des chaînes de production qui attendent. C'est pareil évidemment dans le métier un peu plus traditionnel du réseau de chaleur. Tout ça, faut qu'on le mette sous contrôle puisqu'on a Mhm. remporté aussi dernièrement des projets très importants, très conséquents et il était important de travailler là-dessus, et encore une fois en mode Ok. collaboratif. Donc, il y avait des enjeux aussi sur l'image, votre capacité à livrer ces projets, les livrer dans les temps. Bah, Euh, c'est vrai que c'est une bonne question. J'ai parlé des partenaires industriels bah, qui peuvent pas se permettre d'attendre plusieurs semaines, plusieurs mois si on est en retard. Mais il y a aussi des mm, notions d'image parce que, comme je l'ai dit, on a pas mal de clients en collectivité. Vous imaginez bien que si on fournit pas en temps et en heure de la chaleur dans une école ou dans un hôpital, assez rapidement ça va se savoir. Et c'est pas l'image mhm, qu'on veut donner en tant qu'acteur des services, hein. ok, mm, Puisque nous, on n'est pas constructeur, encore une fois, on n'est pas constructeur d'installations pour nos clients, on est fournisseur de chaleur, donc mm, on construit nos propres mm, installations la plupart du temps pour pouvoir délivrer le service qu'on a promis à un client. Voilà. Donc il y a aussi ce sujet, effectivement, au-delà des chiffres d'images pour être un acteur sérieux sur. un vrai impact business, quoi. Ah, ok, super. Ouais, merci pour la description un peu de l'état initial et puis les enjeux aussi côté business. Peut-être Grégoire, toi, côté donc CIO, est-ce que tu peux partager un peu ce premier état? C'est intéressant parce qu'en fait, avec Dalkia, on part d'un constat qui est similaire, mais qui n'est pas à la même échelle. C'est-à-dire que Dalkia avait un problème de fragmentation régionale, si je comprends bien, Yannick. Nous, c'était un problème de fragmentation interne. Finalement, les différents départements avaient leurs propres outils de gestion de projet, etc. Et on se trouvait dans un moment où le président Barr, donc le précédent président du CIO, avait lancé son nouvel agenda 2020 plus 5, qui est composé d'un certain nombre de recommandations stratégiques. Et en gros, on a cherché à suivre l'avancement de ce déploiement stratégique. Et donc, vraiment, on passait d'une PMO de suivi de gestion des projets au sens des projets, enfin, des KPI internes, du délai, du coût, de la qualité, etc., à devoir suivre aussi le déploiement d'une stratégie. Donc, notre problématique, principale, c'était voilà, des pratiques, des outils fragmentés, même en termes de, de demande projet, on avait des manières différentes de procéder. Une visibilité de portefeuille qui était très limitée. C'est un peu caricatural, mais on avait souvent des projets qui démarraient le 1er janvier et qui finissaient le 31 décembre, Mhm, avec des responsables de projet qui étaient quasiment au niveau directeur. Ça n'allait pas en termes de visibilité. Et du coup, par conséquent, des arbitrages stratégiques étaient souvent faits sans une vision de où on en était, si ce projet n'avait pas déjà été fait quelque part, des choses comme ça. Donc, en gros, ce qu'on a adopté comme méthode, c'est une méthode en 6 parties que j'ai résumées ici. C'est la première chose, on s'est dit, il faut qu'on mette en place une gouvernance autour de tout ça, qui nous permette de décider quel projet on a dans le portefeuille, avec quels critères, etc. Donc, un outil de priorisation. Toutes ces briques-là que je vous décris, elles ont été composées dans Smartsheet. Donc, on va toucher un petit peu à ça tout à l'heure. Mais
Donc le suivi de comment on renseigne des projets et quelle est la description minimum d'un projet. Ensuite, toute la partie coordination de ce portefeuille, donc que ce soit l'organisation de nos comités de pilotage, du change management aussi, on l'a intégré dans Smartsheet. Et aussi le management des interdépendances entre les projets, pour pouvoir vraiment connecter les différents projets entre eux. Ensuite, on a procédé à une évaluation de la pratique de project management au CIO. Et donc, de ça, on a découlé un plan d'action avec une priorité qui est apparue assez facile, qui était mettre en place un outil de gestion de projet. Ça allait cristalliser finalement un certain nombre d'autres changements, notamment la montée en compétences. Ce faisant, on a revu la formation des chefs de projet pour qu'elle intègre des notions autour de justement l'outillage qu'on leur met entre les mains. Ces outils, donc c'est des outils standards sur l'étagère. Donc c'est-à-dire que le chef de projet, il n'a pas à réinventer la roue à chaque fois qu'il démarre un nouveau projet. On a vraiment un outillage qui vient sur l'étagère avec des outils de reporting, avec des outils pour qui se connectent aussi avec notre ERP. Donc c'est important d'avoir une vision consolidée des aspects financiers des projets. Donc si vous voulez, le point de départ est similaire, une fragmentation. Elle était plus interne que celle que Yannick décrivait, où il y avait vraiment cet éclatement aussi. Mais le résultat est le même. C'est-à-dire que notre idée, c'était d'avoir une meilleure visibilité, éliminer des redondances et s'aligner au plan stratégique qui avait été défini, s'assurer qu'on le couvrait bien. Et si on ne le couvrait pas, s'assurer qu'on pouvait lancer des initiatives autour de ça. Voilà un peu le point de départ et ce qu'on a Je sais que fait pour en arriver là. je sais que tu avais partagé aussi une chose, c'était vous avez mis en place des mécaniques de coordination dans le cadre de cette transformation. Est-ce que peut-être tu peux nous en donner, nous partager quelques mots? En fait, quand on a décidé d'implémenter Smartsheet pour la gestion de projet, on était en 2022. Donc encore une fois, dans cette période critique qui était de transitionner d'une expression stratégique à vraiment un portefeuille de projet qui la livre. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de comprendre quelles étaient les résistances internes et pourquoi est-ce qu'on était dans la situation dans laquelle on était. On s'est demandé si c'était un problème d'outils, si c'était un problème de personnes, si c'était un problème tout simplement de culture. Et en fait, on s'est aperçu que c'était un peu des trois. Et donc, de donner aussi quelque part de la transparence, la main sur le contrôle de ce portefeuille de projet au management, ça nous a aidé. Donc, ça nous a obligé à réfléchir à la solution d'un point de vue bottom-up, d'un point de vue utilisateur, de quoi ils avaient besoin, mais aussi d'un point de vue steering, donc d'un point de vue direction, Mm. aussi quels étaient leurs besoins en visibilité, etc. Si c'est à ça que tu fais référence, on a mis en place un certain Ouais, nombre c'est ça. Ouais, tout à fait. d'outils et de dashboards qui donnent accès en temps réel. Donc, si on regarde les jalons qu'on a mis là, donc en haut de l'écran, vous voyez les différentes étapes de la demande jusqu'à l'intégration dans le portefeuille d'un projet. Donc tout ça, c'est des jalons de gouvernance aussi qu'on a intégrés dans Smartsheet. Et puis en bas de l'écran, bon, je peux les détailler un petit peu peut-être. Donc en fait, le pipeline Ouais, des idées, le point vas-y. 1, c'est vraiment le bac à sable des départements. Donc, chaque département a son propre espace. Tout le monde est dans le même intake de projet, mais en fait, chacun a son espace et peut innover, et, avoir une itération stratégique autour de ses projets, mais de manière interne. Et puis, quand le projet semble suffisamment mature ou qu'on veut qualifier, on commence à qualifier les choses et avoir une notion de pré-projet. Donc là, on a une documentation, on a des budgets qui commencent à se définir. Et puis ensuite, il y a un processus d'approbation et quand on intègre ça, on fait le lien avec le RP on a SAP, on utilise SAP pour ça. Et puis on n'a pas connecté jusqu'à aujourd'hui SAP directement, mais on importe la donnée financière directement dans Smartsheet assez facilement. Et puis le point 5, évidemment, bah, c'est la vue consolidée du portefeuille avec tout le suivi qui va bien. Et en termes d'outils, donc on a mis en place grâce au control center de Smartsheet une standardisation complète. Donc ce qui prenait une équipe à manager, c'est-à-dire des documents Word dans lesquels on décrivait des chartes projets, etc. Tout a été totalement digitalisé, mais c'était pas digitalisé pour digitaliser. On a aussi revu les process pour éliminer un certain nombre de choses qui étaient plus forcément utiles. Et donc, de la partie 1, qui est vraiment la formulation d'une idée, à la partie vraiment projet approuvé et le projet est en cours, on a des templates qui sont automatiquement provisionnés via le Control Center et qui nous permettent d'avoir un portefeuille qui est entièrement consolidé.
en fait, on a donné de la liberté aux utilisateurs dans un cadre extrêmement strict. Et ce que je disais à Yannick et Marc en préparation de ce meeting, c'est que au départ, on n'a même pas donné de licence aux utilisateurs en disant ils seront collaborateurs gratuits sur les espaces, parce que le cadre était suffisamment précis pour pouvoir se passer de licence même. Aujourd'hui, on est un peu revenu de ça parce que l'appropriation est forte au CIO et on a eu besoin de passer à quelque chose de différent. Donc maintenant, les utilisateurs ont tous une licence au CIO et dans les COJO également. C'est quelque chose qu'on a voulu pour aussi donner la main aux employés pour directement s'autonomiser aussi, créer leurs propres choses. Mais ce qu'on voulait vraiment initialement, c'était un déploiement élégant de Smartsheet pour vraiment maximiser le potentiel d'efficience, et c'est-à-dire les chefs de projet qui créent pas leurs propres outils à droite à gauche, dans et leur quelque coin. chose qui se consolide. Donc moi, j'ai accès à un cockpit qui me donne les vraies dates de début, les vraies dates de fin de tous les projets basés sur leur plan de projet, les vrais indicateurs de qualité, coût, délai, etc., basés sur le dernier rapport d'avancement de chaque projet, le vrai log de tous les risques consolidés au CIO sur les projets. Ça, c'est vraiment une valeur ajoutée que nous offre le Control Center et le blueprint qu'on a utilisé. Donc, je dirais un petit mot sur Control Center après parce que je pense que Yannick peut-être aussi a la même situation. Je voulais juste parce que tu as indiqué maintenant que le CEO a réussi via cette modification et cette transformation donc à avoir cette visibilité sur tout le portefeuille de projet. J'ai un petit sondage qui va apparaître à l'écran euh, pour tous, c'est de savoir est-ce que vous dans vos organisations ou en tout cas dans votre département peut-être, est-ce que vous avez une vue à jour avec les indicateurs et les informations clés de votre portefeuille de projet? Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Alors je crois que Grégoire et Yannick, vous aussi, vous avez peut-être le petit On a écran le qui droit de apparaît, vous pouvez, Oui. vous pouvez répondre si vous voulez. Et puis, parce que c'est vraiment c'est une thématique que moi personnellement et qu'on entend beaucoup, euh, c'est le souhait de la direction ou de quelqu'un qui pilote un nombre de projets importants d'avoir à n'importe quel moment euh, cette visibilité avec de la donnée fiable, à jour, sans non plus exiger des chefs de projet ou des parties prenantes du projet de passer du temps à remplir, à recopier de la donnée de différents systèmes. Euh, et je voulais voir, c'est par rapport allez, on va partager à l'écran, peut-être que compléter vous par rapport voulez. à au point de départ avec Dalkia, finalement, je faisais partie d'une unité qui était centrale. Et donc, on est parti un peu en mode top-down. On écoutait les besoins des utilisateurs, les besoins du process, etc. Mais contrairement à Yannick, je crois, vous êtes parti sur plus une approche d'unité ou de division business unit. Et maintenant, vous êtes en train de remonter sur une approche groupe. Oui, c'est ça. Il y avait pas mal d'initiatives qui avaient été lancées, et c'est ce qui nous a permis, d'ailleurs, enfin, de s'assurer. Tu as parlé tout à l'heure, Grégoire, d'appropriation de l'outil, et ça, c'était une facteur clé de succès. Un facteur clé de succès, c'est-à-dire le fait que les gens développent par eux-mêmes certaines fonctionnalités ou certains outils sur la base de Smartsheet. Déjà, ça nous a dit bon, c'est que les gens sont vite à l'aise avec l'outil. Le parcours Mm. utilisateur est très proche des outils qu'on connaît bureautiques, et ça nous semblait être important en termes de conduite du changement. Voilà. Donc si je reviens sur le déploiement, mais en revenant un tout petit peu quand même sur ces Mm. aspects-là qui ont conditionné le choix de l'outil. On voulait effectivement, hein, un peu comme Grégoire l'a expliqué, standardiser à travers un processus, donc standardiser à la fois la manière d'aborder un projet, d'ouvrir un projet et de certifier quelque part un projet. Donc on n'est pas au début de l'histoire quand même. Et à la fin aussi que ces projets soient compréhensibles par tous parce qu'ils ont à chaque fois la même forme, contrairement à Excel, c'est très bien, mais quand on travaille sur la feuille Mm. d'Excel de quelqu'un d'autre, ça se complique toujours un petit peu. Donc là, ça n'existe plus. Et puis, ça permet aussi cette vision portefeuille et d'avoir un accès à la fonction PMO, hein, qui permet comme là aussi Grégoire l'a dit, c'est de se dire on va avoir une vision globale qu'on n'avait pas forcément avant. Voilà. Donc,
le déploiement de l'outil, on l'a vraiment axé sur ce côté collaboratif et interfaçable avec d'autres outils. Ça, c'est quelque chose aussi qui est important dans Smartsheet, c'est qu'on peut importer, exporter des fichiers qui sont déjà existants, puisqu'on voulait aussi pouvoir embarquer nos projets déjà en cours Actuel? Mhm. actuel. Voilà, on a créé les templates là aussi dont Grégoire parlait. Et encore une fois, même si on a une activité très différente, la manière de les aborder sont globalement identiques pour pouvoir avoir ces figures imposées, ce qui n'empêche pas derrière aux gens de créer leur propre rapport, leur propre dashboard, mais pour chacun des projets qu'on ouvre, on a systématiquement des figures imposées en termes de budget, en termes de Mhm. RACI, en termes de planning, retour d'expérience aussi et reporting. Voilà. Après, si on veut un reporting spécifique pour un client spécifique, il n'y a rien qui nous empêche de le faire. Voilà. C'est ça. Et puis, et puis, il fallait faire cette conduite du changement dans le cadre du déploiement. Et là, grande surprise, on n'a pas eu besoin de le faire du tout. Voilà. Il y a des Ok. accompagnements qui se limitent pour certaines personnes à des petites sessions de formation d'1 heure. Mais c'est tout, quoi. C'est vraiment Ok. très intuitif. Est-ce que peut-être, parce que tous les deux, vous avez évidemment, vous l'avez décrit, essayé de standardiser et puis aussi de cadrer, mais sans non plus, en donnant quand même de la flexibilité. Est-ce que Yannick, tu peux peut-être nous partager quelques infos sur comment ces bonnes pratiques ont été créées? C'est-à-dire, est-ce que ça a été juste en interne chez Dalkia avec quelques personnes? Est-ce qu'il y a eu un cabinet externe? Mais vraiment pour définir quels sont ces éléments types d'un projet qui sont obligatoires ou dans nos modèles et à partir du jeu d'aujourd'hui, quoi. Bah, déjà, on a repris globalement ce qui existait, mais de manière très hétérogène, hein, comme enfin, Mhm. une fois que ce Ok. soit Vous avez ouais. régional en fonction des entités, c'était assez hétérogène. Donc on a déjà récupéré ce qui allait bien, quoi, parce que encore une fois, c'était Ok. pas un constat d'échec. Et puis derrière, on a lancé des ateliers pour faire parler les chefs de projet pour faire partager tout simplement sur ces pratiques historiques, Actuel. Ok. et puis Mhm. converger, l'idée étant de converger vers quelque chose sur la base, enfin, sur lequel tout le monde est à l'aise. C'était vraiment ça l'idée. Ensuite, on s'est aussi inspiré de ce que le consultant de Smartsheet nous a insufflé comme là aussi comme retour d'expérience, Comme encore une conseil. fois, Ok. d'activités qui sont pas forcément les nôtres. Et donc ça nous a permis déjà de travailler sur une version bêta. Sur la base de cette version bêta, on a lancé 3 projets tests. Voilà. Et donc les pilotes de ces 3 projets tests, on les a refait parler ensemble quelques semaines plus tard. Ok. Je crois que de mémoire, ça doit être 6 semaines, je crois, les projets pilotes, Ok. pour se dire bon bah voilà, en termes d'ergonomie, on était plus sur l'ergonomie que sur les figures imposées parce que ça on l'avait déjà vu. Mais en termes d'ergonomie, ce qu'il fallait changer, ce qu'il fallait, c'est bête, mais en fait au moment où on a réfléchi, on s'était pas dit que sur le reporting, par exemple le comité de pilotage serait certainement plus friand des éléments budgétaires que Mhm. du planning en détail. Voilà. Donc ça, c'est des Ok. petites choses qu'on a revues jusqu'à lancer un déploiement du coup massif il y a Ok. quelques semaines maintenant, parce que ça reste tout récent pour nous, hein. Mhm. Ça marche. Merci en tout cas. Mais alors, c'est vrai que tous les deux, vous avez beaucoup parlé, ouais, standardisation, visibilité de portefeuille et de control center. Donc, pour ceux qui connaissent pas, control center, c'est un de nos produits, ça s'appelle une premium application, qui va permettre notamment trois grands éléments. Donc, ça va permettre de créer tous ces modèles de rapports, de tableaux de bord, de plans projet, de RACI, donc tous les aimants types que vous voulez dans chacun de vos projets vous allez les créer dans Control Center, ce qui va permettre, dès que vous initiez un nouveau projet, donc un nouveau projet rentre dans votre portefeuille, Control Center va automatiquement générer tous ces assets, donc ces plans projets, ces rapports, ces tableaux de bord, et va automatiquement enrichir donc toutes les métriques, tous les KPIs, tous les tableaux de bord associés, tout le partage aussi associé. Donc la première chose, c'est
automatiser la création d'un nouveau projet et de son ajout dans le portefeuille. Deuxième élément important pour Control Center, c'est cette modification à l'échelle. C'est-à-dire, euh, souvent, ce qui est compliqué, si vous avez, je sais pas, 100 projets dans votre portefeuille et que un jour vous décidez de mesurer de nouvelles données, de nouvelles informations, si vous n'avez pas Control Center, vous serez obligé d'ouvrir vos 100 plans projets, d'ajouter une colonne, de taper de l'information et puis de passer du temps à retravailler les rapports, retravailler les tableaux de bord. Donc, un autre élément de Control Center, c'est de pouvoir pousser globalement ces modifications à tous les projets en cours dans votre portefeuille. Un troisième élément de Control Center qui est important à savoir, c'est l'archivage. C'est-à-dire que vous pouvez définir des règles qui, quand un projet se termine, il va automatiquement sortir du portefeuille et se mettre voilà, dans certains workspace ou autre. Donc, Control Center, il est souvent choisi lorsqu'il y a un volume de projets important pour éviter manuellement voilà, recréer tout ça au démarrage. Et lorsqu'on a cette nécessité ou ce besoin, on sait régulièrement de faire des modifications, de faire vivre ces modèles, de pouvoir les pousser rapidement. Passons un peu peut-être maintenant à la partie résultat, Grégoire. Est-ce que toi, ça dans ton organisation, ça fait déjà plusieurs années qu'il y a eu cette transformation. Voilà, après peut-être ces quelques années, qu'est-ce que tu as pu voir comme amélioration, comme résultat, et peut-être aussi qu'est-ce que tu aurais fait aussi différemment en regardant un petit peu derrière. Ben, j'en ai listé quelques-uns là sur la page, donc on a couvert certains. Je vais pas m'attarder trop, mais en termes de visibilité, c'est sûr qu'on a ouvert les yeux en fait sur le portefeuille, tout en même temps donnant énormément de transparence. C'est-à-dire que par exemple, tous les employés au CIO peuvent ouvrir n'importe quelle charte projet et regarder ce qui s'y passe. Et donc ça, c'était un moyen aussi de faire tomber les silos et de, de travailler plus de manière ensemble entre les départements. On a également une meilleure visibilité sur la partie financière, aussi bien des dérapages que de la sous-consommation, hein, qui est presque le pire, parce qu'en fait, ça veut dire que finalement, on réserve de l'argent pour des projets qui finalement ne se matérialisent pas, et cet argent-là, on ne met pas sur d'autres projets. Donc là, l'idée, c'était vraiment d'avoir cette vision des deux. Les décisions sont capturées, donc on a vraiment une piste d'audit qui se s'incrémente automatiquement, et ça c'est vraiment très pratique aussi. En termes d'adoption, je dirais qu'on a vraiment eu une approche de ce qu'on appelle les early adopters, c'est-à-dire que les gens qui étaient vraiment très motivés à utiliser l'outil, on les a accompagnés, sont eux-mêmes devenus des super users qui ont ensuite joué comme des courroies de transmission auprès des départements. Et je dirais qu'un des messages que je voulais faire passer aussi, c'est on a recréé un langage partagé. C'est-à-dire que les tâches, les risques, les issues, etc., tout est aligné. On parle le même langage de CIO et ça, c'est vraiment hyper important pour nous parce que ça permet d'être plus efficace, ça permet de livrer les projets plus rapidement et de manière plus fluide dans des contraintes budgétaires, des contraintes de ressources qu'on a tous dans nos organisations. Donc je dirais, peut-être si on devait revenir sur le déploiement qu'on a fait, si je prends une analogie au sport, quand on a lancé la solution, moi j'avais l'intuition que euh, tout le monde voudrait pas jouer sur le même terrain. Tout le monde serait d'accord pour jouer au même sport. Donc si on prend le basket par exemple, le basketball, il y a deux paniers de basket de part et d'autre d'un terrain. Et en fait, très rapidement, on s'est aperçu qu'il y a certains chefs de projet qui voulaient plutôt jouer au basket 3 par 3, donc un seul panier. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas besoin de tous les outils que on suggérait. Et donc, on a initialement déployé la solution avec uniquement une taille de terrain. Et très rapidement, on s'est dit, non, non, il faut une deuxième taille de terrain qui soit plus agile, qui s'adapte mieux à des contextes de petits projets. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a ouvert la porte à des activités qui étaient gérées comme des projets. Donc, on a plein de choses au CIO qui sont pas vraiment des projets, mais qui sont gérés comme des projets. Et ça, on a aussi permis aux chefs de projet ou aux responsables de ces activités d'utiliser la solution de gestion de projet pour ça. Et c'est vrai que de ne pas fermer la porte, ça a vraiment plutôt généré de l'adoption, généré de l'engagement, plutôt que l'inverse. Donc, c'est plutôt un conseil que je donnerais. Euh, je reviendrai tout à l'heure sur quelque chose qu'on aurait fait différemment si on avait une boule de cristal, mais on utilisera plutôt ce point-là en Peut-être sur conclusion, l'IA. je pense. Ouais, ouais, exactement. Ça marche. Juste une dernière chose, c'est vrai que je crois que tu avais mentionné aussi sur la partie risque, il y a
est-ce que tu dirais qu'il y a une anticipation, une meilleure anticipation des risques depuis que ce système a été mis en place euh, Je dirais que ça va avec la maturité. C'est-à-dire que déjà, il a fallu former le staff qui avait un niveau de connaissance et de maturité différente sur qualifier un risque. Comment est-ce qu'on qualifie l'impact, la probabilité que le risque se matérialise. Et en fait, la réalité, c'est que initialement, quand on documentait un plan de projet, donc une idée de projet, on allait avoir un premier log de risque un peu high level. Mais finalement, ce log de risque, il allait être archivé dans un répertoire et puis on n'allait jamais le revoir. Aujourd'hui, le chef de projet qui va présenter son projet, il a déjà préparé son log de risque et ce log de risque et le plan de mitigation qu'il a avec, il va rester avec lui pendant toute la vie du projet et on va lui demander de le mettre à jour régulièrement. Et quand les risques se matérialisent en problème, puisque finalement on n'a pas réussi à les mitiger, bah c'est pareil, c'est le même log. Et ça, si vous voulez, c'est ce côté, euh, euh, comment dire, les tâches redondantes ont été éliminées. C'est pas perçu comme un truc administratif que de gérer ces risques. C'est mhm, vrai, ça fait partie des outils et donc et puis c'est visible puisque c'est sur le dashboard donc on le voit. Pour nous, en termes d'anticipation, c'est vrai que pour une petite PMO dans une organisation comme ça, on peut pas intervenir sur tous les risques, mais ça nous permet de choisir nos niveaux d'intervention en fonction de l'exposition que le risque crée pour le mhm. CIO. Ça, c'est le cas. Et Ok. puis, Alors on c'est va vrai dire qu'on qu'un vas-y, chef de projet qui arrive avec une demande de changement, par exemple une extension budgétaire ou une extension de délai sur son projet, et qui a logué absolument aucun risque sur son projet depuis le départ du projet, sur la partie budget ou la partie temps, va quand même avoir une petite explication. Parce que mhm. l'idée, c'est quand même d'avoir un petit peu de proactivité dans sa méthode de management de projet. Donc, c'est là qu'on peut aussi former, en fait. C'est d'apprendre des erreurs et pas que des succès, parce que je pense qu'on apprend aussi plus des projets qui ont des problèmes. Juste un petit mot peut-être sur la partie formation, à la méthodologie de gestion de projet. Est-ce que il y a un parcours qui est mis en place pour ceux qui pilotent des projets? Euh, si Un curriculum de on oublie formation est basé sur la méthode du Project Management Institute. Et donc, on a créé une du formation PMI, en ok. 3 jours obligatoire pour les chefs de projet. Donc là, depuis 4 ans, on a eu à peu près 100 personnes qui sont passées par cette formation. Et puis au-delà, on a enregistré des petites vidéos, des petites capsules de 4-5 minutes max pour expliquer la solution de gestion de projet dans Smartsheet. Et ça, c'est très utilisé. On a vraiment énormément de vues là-dessus. On a aussi revu notre procédure de gestion de projet. On a un document qui explique voilà ce qui est attendu d'un chef de projet, etc. Et ça a été très apprécié aussi. Cette clarification, cette facilité d'accès, c'était vraiment, ça nous a beaucoup aidé à former le staff. Super, merci. Et Yannick, pareil sur les résultats. Donc, alors même si toi c'est plus récent cette transformation, est-ce que déjà tu peux partager un peu les premiers signaux? Ah, c'est plus récent, donc c'est des résultats plus qualitatifs que quantitatifs, mais ce Mhm, sera aussi beaucoup de redites avec ce qu'a dit Grégoire, puisque finalement, les constats de succès post-déploiement sont globalement les mêmes. Je reviens sur l'adoption, hein. En fait, on est qu'au début de l'histoire, on a déjà plus de 900 personnes connectées sur l'outil, quelque part sans effort de conduite du changement. On avait une trajectoire qu'on s'était fixée au départ au regard de la population amenée à travailler sur l'outil de 2000 à horizon 3 ans et on est déjà à 900, on n'est même pas encore à la fin de la première année. Voilà. Bon, ce mhm, que permet aussi l'outil, c'est évidemment un management de projet plus visuel. On passe un moment beaucoup plus sympa quand on regarde un tableau de bord coloré et interactif et qu'en regardant évidemment des tableaux Excel. Il y a la notion de décloisonnement, mais ça c'est à mettre en relation avec notre besoin initial qui était de travailler de manière plus collaborative, en interfilière, en interne, mais aussi en externe. ok. Voilà, il y a Mhm, cette notion de vision portefeuille qui donne accès aussi à, comment dire, à une approche PMO qu'on n'avait peut-être pas assez, hein, puisqu'on regardait les projets de manière unitaire, alors que là maintenant on va pouvoir les regarder de manière consolidée. Euh, Peut-être que la notion d'agilité et de réactivité et de prise de décision, elle est très liée au management visuel en fait, hein. Grégoire a parlé de matrice de risque, donc là on la voit pas sur le petit exemple puisque il aurait fallu scroller un peu plus vers le bas, mais mhm, les risques on les voit apparaître, on a sur ce dashboard que vous voyez là, déjà un petit curseur qui nous dit est-ce que le projet est plutôt un projet à risque
ou un projet à opportunité, parce que du coup, on gère aussi les opportunités. Et puis, on a le top 5 des risques et le top 5 des opportunités, qui est du coup présenté en comité de pilotage. Voilà. Et puis, quelque chose dont on n'a pas trop parlé non plus, c'est les notions d'automatisation que permet l'outil. C'est-à-dire que l'outil permet de déclencher, de manière automatique des actions, des rappels, des notifications, des calculs, tout ce qu'on veut. Là, Mhm. encore une fois, en drag and drop, hein, donc il faut pas avoir de formation spécifique pour mettre en place des automatisations. Mais typiquement, dès lors que dans un projet, on a, ou, enfin, ou dans une matrice de risque, on ajoute un risque, ce risque, ben forcément, il est associé à une action pour le mitiger. Et on a mis en place des notifications pour que le responsable de cette action reçoive directement dans sa boîte mail une petite alerte pour lui dire, voilà, il y a, sur ce Mhm. projet-là, tu as une action à réaliser pour diminuer le risque lié au projet. Voilà. Bon, c'est qu'un exemple, mais ces automatisations-là, elles sont quand même très pratiques au quotidien. Et tu as déjà eu peut-être des retours, c'est vrai que c'est plus récent, mais des chefs de projet qui sont venus te voir ou toquer à ta porte, je sais pas, qui ont partagé déjà leur premier retour en disant, enfin, je sais pas, est-ce qu'ils te disent, ouais, grâce à ça, tout ça, je ne fais plus, je passe plus X temps à faire tel type d'activité récurrente, et bon, en parler. Est-ce que tu as déjà eu des premiers comme ça Retour, alors ouais. il y a une grande satisfaction. Encore une Mhm. fois, les projets étaient quand même traités, hein, même s'ils étaient traités de manière unitaire, Mhm. ils étaient quand même Ouais. traités à travers Microsoft Project notamment. Voilà. Mais, enfin c'est pas un mais, c'est ce que je remarque quand même, c'est que c'est plutôt les voisins de bureau qui viennent taper à la porte pour dire je veux la même chose. Ah, ok. Ok. C'est plutôt évidemment bon signe. Et peut-être une question pour tous les deux. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions hein, dans la partie questions Q&A en bas. Je vais pouvoir les relayer. N'hésitez pas à les poser. Mais peut-être une question pour tous les deux, parce que je sais que c'est sûrement le cas de figure de pas mal de gens qui sont connectés là, euh, qui ont peut-être déjà un peu Smart Sheet chez eux, mais bah, qui voudraient passer à la phase un peu d'après, une phase plus peut-être plus mature, plus automatisée. Euh, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous ce serait quoi les trois choses que vous leur conseilleriez comme ça là maintenant? S'ils étaient voilà, et pour l'instant ils utilisent un peu Smartsheet dans leur coin, mais ils voudraient passer à une voilà une phase un petit peu euh, plus optimisée. Qu'est-ce que vous leur conseilleriez de faire? Bah, euh, déjà, c'est moi le control center, je pense que c'est un peu caché sous le capot quand même, hein, control center, faut se Mhm. l'avouer. Mais une fois qu'on sait que ça existe, ça ouvre un champ des possibles beaucoup plus important. Voilà. On Donc n'en ça fait vous, pas assez la pub, c'est ça, Yannick? pardon? On n'en fait pas assez la pub. Ouais, non, Non, c'est mais pas assez connu peut-être, ouais. c'est quelque non, c'est pas c'est quelque chose si on prend une licence Smartsheet, on est très content de savoir construire des choses très rapidement dessus, Mhm. de manière, enfin, encore une fois, sans formation ou alors avec les petits modules qui sont directement en ligne. Mais Control Center est un peu caché quand même. Donc une fois Mhm. qu'on y va, et quitte à se faire aider, c'est peut-être aussi le deuxième conseil, c'est pas hésiter à se Mhm. faire aider quelques heures. Vous avez des partenaires qui permettent d'aider à Mhm. appréhender Control Ouais. Center. Bah, ça ouvre un champ des possibles qui me paraît être vraiment important dans une logique d'industrialisation, de standardisation. Mhm. Je reviens sur ces notions de figure imposée, mais c'est la meilleure manière quand même de pas se tromper dans le pilotage d'un projet, c'est de mettre les perles dans le bon sens et surtout de pas en oublier. Voilà. Et bon, c'est l'image, mais ouais, moi je resterai sur ces deux conseils-là. Ouais, ça De marche. faire Pour... attention. Le troisième, mais c'est pas forcément lié à Smartsheet, c'est plutôt c'est vraiment de prendre en considération l'expérience utilisateur au regard de ce qu'ils connaissent déjà. Voilà. Ok. Si on a un outil qui est, enfin c'est un peu comme passer de d'Apple à Samsung ou l'inverse, hein. Mhm. Mhm. C'est pas forcément facile. Donc si le pas pour passer d'un outil à un autre est relativement petit, bah la conduite du changement elle sera largement plus petite. Ok. Ça va. Pour ceux qui, ouais, pour ceux qui connaissent pas Control Center et pour utiliser le conseil d'Yannick, évidemment avec plaisir d'organiser une séance et je vous invite de prendre contact avec votre account exécutif pendant, si vous voulez reparcourir un peu ce que c'est, est-ce que ça correspond à votre situation. Donc évidemment avec plaisir pour organiser ça dans vos organisations. Est-ce que toi, Grégoire, comme ça,
deux, trois conseils. J'ai rebondir dit un petit trois, ça peut peu être moins, ça peut être plus ou... rebondir un peu sur ce que tu viens de dire, Yannick. Donc, je reviens sur cette notion de d'identifier les résistances. Donc, nous, les outils, il y en avait plein. Personne n'était vraiment satisfait. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a quand même audité un petit peu ce qui existait et on a essayé de prendre le meilleur de chaque outil. Je prends un exemple, Microsoft Project. Bon, bah, c'est bien pour le Gantt, c'est bien pour la granularité. Donc, ça en a pris. Asana, c'était bien pour les parties cockpit et puis la partie individuelle, c'est-à-dire je suis un employé, j'ai des tâches qui me sont assignées, je veux les voir across projects. Donc, c'est vraiment dans tout le portefeuille. Donc, ça, on a pris aussi. On a créé un dashboard individuel où l'employé peut directement voir toutes les tâches qui lui sont assignées dans les différents projets dans lesquels il est participant. Donc là, on n'a plus besoin d'aller dans chaque projet puisqu'elles sont toutes rassemblées dans un espace. Par rapport à l'automatisation, on a été assez frileux parce on avait vraiment peur de se retrouver submergé de notifs, etc. Les choses qu'on a automatisées, on les a automatisées au départ. La grosse automatisation, c'était quand même la provision des espaces projets. Et ensuite, on a commencé progressivement à automatiser des choses qui étaient vraiment bien contrôlées. On s'est dit, waouh, ça tourne nickel, on automatise. Donc, par exemple, maintenant, je vais plus dans le control center pour provisionner des choses. Je le fais directement depuis la feuille. Et là, on est en train de regarder pour, par exemple, provisionner des SharePoint directement aussi via l'Intake. Donc, en fait, on provisionne in et out de Smartsheet dans Microsoft aussi. Ça, c'était sur la partie process, mais finalement, après avoir remis à plat le process, on s'est dit, mais il n'y a pas trop de résistance. La raison pour laquelle il y a de la résistance, c'était surtout une mécompréhension du processus. Donc ça c'était facile à faire. Et puis ensuite, la partie humaine, bah, comme je l'ai dit, on a vraiment accompagné les personnes. Il y avait peut-être des gens qui avaient moins envie d'être transparents que d'autres sur leur projet, mais finalement, ça s'est relativement bien passé. Donc, je dirais voilà, l'automatisation pour automatiser, nous, on n'était pas forcément pour. Maintenant, encore une fois, à la lueur de ce qui se passe maintenant et de l'agentique, c'est sûr on ferait les choses potentiellement assez différemment. Et donc, il y avait cette ouverture-là. Et je voyais qu'il y avait une question sur la partie ressources Il y a, management. Donc, ouais, nous, il y a une question aussi sur sur l'IA de David. Ouais, mais voilà. Juste par rapport à la partie ouais, ressources management, nous, on ouais. l'a pas implémenté. On a préparé la solution pour, mais on l'a pas implémenté pour l'instant. Là, ce qu'on voudrait piloter, c'est le piloter sur un département en particulier, un département qui serait assez à l'aise avec ça. Ça pourrait être la direction de l'informatique, sur lequel on a vraiment des gens qui peuvent charger sur un projet et on peut regarder un peu comme ça l'affectation des tâches. Faut savoir que c'est assez complexe en fait parce que pour nous, resource planning, ça voulait dire connecter resource planning au plan projet. Et ça impliquait de devoir qualifier les tâches en fonction de leur workload et de la charge de travail qu'elles représentent. Et ça devenait compliqué. Et juste, ouais, je voulais ouvrir sur ça. Donc là, nous, récemment, là, on a vraiment un agenda sur l'IA assez fort au CIO, assez agressif. Où on veut tirer le meilleur de l'IA, en fait, pour le staff, pour différents aspects. Et quand on a déployé Smartsheet, bah, l'IA, moi, j'en avais même jamais entendu parler. Personnellement, alors, j'étais peut-être pas très techie à ce moment-là, mais et aujourd'hui, c'est une vraie demande. On a commencé à implémenter de l'IA conversationnelle et sur nos outils de la suite Microsoft. Et en fait, on s'aperçoit que les chefs de projet maintenant l'utilisent de manière quasiment plus importante que les outils de gestion de projet qu'on avait mis en place. Et donc, il y a une forte demande pour connecter nos outils type Smartsheet aux outils du quotidien. Et vu que Smartsheet vient d'ouvrir son connecteur, on est en train de regarder justement ça. Donc, on souhaite bouger un petit peu les lignes. On regarde, c'est assez nouveau, mais quand même l'idée c'est de dire il va y avoir du descendant. Donc, qu'est-ce que je peux faire ailleurs que dans Smartsheet et que l'outil que j'utilise vienne pousser des choses dans Smartsheet. Il y a le montant où Smartsheet me donne des infos. Et par exemple, je vous donne un exemple. On capture des rapports de clôture pour chaque projet. Moi, jusqu'à maintenant, ce que je faisais, c'est que je téléchargeais ces rapports de clôture, éventuellement en masse. J'en ai peut-être 200 qui traînent dans Smartsheet. Et je pouvais les analyser via une IA et aller chercher des retex un peu de manière un peu subtile. L'idée, ce serait d'aller connecter nos outils d'IA sur Smartsheet, sur cet aspect-là, et de pouvoir aller faire de l'analyse de retex directement. Donc, l'idée, toujours, c'est le même cap, hein, c'est de faciliter la vie des chefs de projet, s'adapter à des outils que les gens utilisent déjà, sans en ajouter en plus, et puis vraiment de prendre le temps, de prendre le temps de se poser des questions. Il y a des notions aussi
voilà, de coûts liés à tout ça, parce que l'IA, ça a quand même un coût hein, pour nous. Et puis voilà, donc je voulais ouvrir aussi ça, c'est que dans les choses, qu'est-ce qu'on aurait fait différemment si on avait une boule de cristal? Bah oui, on aurait encore plus identifié ce point-là. Moi, le futur tel que je l'envisage, ce serait voilà du conversationnel avec son espace projet pour pouvoir, en tant que chef de projet, bah, directement avoir accès à mon espace projet avec un outil d'IA, par exemple. Mm. Ça pourrait être très Mm. intéressant. Euh, alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est vrai que Smartsheet vient d'ouvrir le connecteur entre Copilot et Smartsheet. Et il y a déjà un connecteur qui existe pour ceux qui ont Claude aussi et Smartsheet. Donc, via des prompts, lire, analyser de la donnée qu'on a dans Smartsheet, mais aussi agir dans la donnée qui est dans Smartsheet. Donc, de demander de mettre à jour de l'information via des prompts à l'intérieur de vos plans projets, de vos rapports, d'autres choses comme ça. Donc, il y aura une petite présentation d'ailleurs en français dans 2 semaines, 3 semaines sur ces capacités-là, avec quelques prompts à utiliser, un peu de documentation pour ceux qui veulent, qui ont déjà accès à ces outils, un Copilot, Gemini, ChatGPT et Claude. Donc, je vous enverrai, regardez les prochaines invitations. Il y avait deux autres questions aussi sur, je crois que c'était Marion, où est-ce que je peux trouver des informations pour me former à Smartsheet. Donc, j'enverrai dans l'email de suivi un petit lien vers des plateformes que l'on a avec des vidéos de formation. Vous avez demandé sur les tableaux de bord, bah, je vous enverrai là-dessus, euh, évidemment. Je vois qu'il nous reste que quelques minutes. Est-ce qu'il reste une dernière question à traiter? La question de David, bah, c'était sur l'IA. Comment avez-vous intégré l'IA dans vos process, reporting, anticipation, scénario? Donc c'était un peu voilà les premières idées qui commencent à se lancer. Et j'ai pas regardé le chat, je sais pas la partie Il y a une ressources. question sur le sur Ouais, c'est le ressource management. et c'est ce que Grégoire a répondu, très bien. Et donc aussi Emmanuel a la même question sur les documents ou tutos pour aller plus loin. Donc pareil, je vous enverrai ces liens-là. Juste pour conclure, en tout cas, bah, je voulais juste déjà, bah, merci Grégoire, merci Yannick d'avoir pris le temps aujourd'hui de partager votre expérience dans vos organisations de façon transparente. Merci beaucoup, c'est hyper apprécié. Bien. Merci d'avoir préparé ça aussi. Euh, pour ceux qui ont voilà, d'autres questions, d'autres interrogations suite à cet événement, bah, évidemment, vous avez nos coordonnées, n'hésitez pas à revenir vers vous. S'il y en a d'autres qui veulent aussi partager à un moment donné leur expérience sur certaines thématiques qui peuvent être un petit peu différentes de celle-ci, pareil, n'hésitez pas à nous l'indiquer. Je sais que certains, j'ai reconnu quelques noms qui sont déjà intervenus. Mais s'il y en a d'autres, n'hésitez pas à vous proposer. On est toujours friands. Je sais qu'on a beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de clients qui ont envie d'écouter leurs autres clients de leur industrie ou dans des industries différentes. Donc, euh, avec grand plaisir pour organiser ça avec vous tous. Donc, merci encore Grégoire et Yannick. Je vais clôturer le webinaire et puis bonne fin d'après-midi à tout le monde. Bah, Au à revoir. bientôt. Au Merci à revoir. À tous. Au bientôt. revoir. Au revoir.